Bonsoir. Donc, écoutez, ce soir, on est ravis d'accueillir donc 3 sociétés. Une première société avec Philippe Lavielle, qui est donc président de Fermental, qui est spécialisé dans la recherche et l'exploitation bio-industrielle des microalgues. Et peut-être que vous pourrez nous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Donc, c'est une société qui est basée à Libourne et qui est cotée déjà depuis quelques années, puisqu'elle est cotée en bourse depuis 2014. Ensuite, deuxième société à être cotée en bourse, donc Univers, qui vous a été rapidement présenté, qui donc sera représenté par Julien Toumieux, et qui donc a fait son entrée en bourse récemment en février 2022 avec une levée de fonds de pratiquement 16 millions d'euros. Et puis enfin, donc à côté de moi, Benjamin de Vienne, qui est donc président de la société Piepaker, qui est une plateforme de social gaming gratuite, vous nous expliquerez aussi un petit peu, donc qui fait des jeux, ou qui reprend des jeux anciens mais qui sont redevenus finalement très à la mode, et donc qui aujourd'hui se finance plutôt par du private equity, et qui peut-être réfléchit justement à la bourse et ce que la bourse pourrait lui apporter. Donc l'idée, c'est ici ce soir d'avoir le témoignage de ces différentes sociétés pour convaincre d'éventuels candidats à la cotation. Et donc pour commencer, Julien, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quelle est l'histoire de ton groupe en quelques mots, et à quel moment tu as envisagé l'introduction en bourse ? Alors l'histoire de mon groupe, moi j'ai commencé je travaillais dans un cabinet d'audit et d'expertise comptable, et je me suis dit je me lance dans l'entrepreneuriat. Je jalousais tous mes clients en fait, et donc je me suis lancé dans le camping-car, mais ça aurait pu être complètement autre chose, dans ma ville natale à Limoges. Donc j'ai racheté une concession de camping-car en 2006, juste avant la crise de 2008, et crise de 2008 qui a été un tsunami dans notre secteur d'activité, et j'ai beaucoup de mes confrères qui ont été en difficulté. Et pour moi, c'était une opportunité. Donc, je me suis mis à faire de la croissance externe et à racheter tous ces confrères en difficulté, avec un rythme assez soutenu, puisque en l'espace de 15 ans, je suis parti de 4 collaborateurs et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, et à 150 aujourd'hui, avec plus de 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'était quoi la question ? Pardon. Comment tu as décidé d'entrer en bourse, et finalement à quel stade de développement de ta société tu as envisagé ce processus ? Alors quand on fait une croissance comme ça effrénée, avec des cycles, et que vous commencez, j'ai commencé avec 16 000 euros en poche, j'ai fait un emprunt d'1 million d'euros par système LBO. Et en fait, vous êtes tout le temps sous pression, donc vous faites du private, et puis après vous vous dites ça marche trop bien, donc vous remboursez en anticipation, parce que sinon ça va vous coûter trop cher plus tard. Et puis face aux banquiers, au départ vous êtes trop jeune, vous allez trop vite, c'est pas le bon moment. Le tourisme ça marche, mais ça va pas durer. Il y a des confrères qui sont en difficulté. Donc je suis pas allé aussi vite que je l'aurais souhaité, et j'ai commencé à réfléchir avec un de mes confrères j'ai toujours pour eu ambition d'être le plus gros, notamment en France, et maintenant c'est devenu européen, et j'avais un plus gros que moi que je pouvais absorber, et ça me faisait devenir numéro 1. Et donc j'ai commencé à réfléchir en 2018, et le temps de réfléchir, de maturer tout ça. En fait, il y a eu le Covid, donc ça a fait planter. Mais le Covid, pour moi, était une grosse opportunité, puisque beaucoup de confrères n'ont pas pris le même angle que le mien. Et donc là, j'ai dit, là, je saute dessus, et ma seule manière de le faire, c'était la bourse, parce que la bourse est un outil qui est absolument fantastique. C'est que vous pouvez lever des fonds et sur lesquels vous n'avez pas l'épée de Damoclès, soit du remboursement récurrent quand vous faites un prêt classique, ou soit le private qui est une clé, mais le private equity, au bout d'un certain nombre d'années, vous avez toujours une clause de rendez-vous, et à un moment donné, il faut quand même payer et régler sa dette. Et la bourse, l'avantage, c'est que vous levez des fonds que vous pouvez utiliser, que vous n'êtes pas obligé de rembourser,
Et à n'importe quel moment, l'investisseur peut se rembourser avec un autre. Et donc, du coup, là, aujourd'hui, j'ai levé 16 millions d'euros et je vais pouvoir les investir dans des entreprises qui vont me permettre de générer d'autres revenus. Et je vais pouvoir utiliser ces autres revenus pour encore accélérer ma croissance. Donc la bourse, pour ça, c'est pour ça que je suis allé en bourse. Donc en fait, avec les 16 millions d'euros que vous avez levés, c'est essentiellement un effet de levier pour accélérer votre croissance que vous avez décidé de choisir. Oui, alors j'ai un autre truc. Donc j'ai des concessions de camping-car réparties d'est en ouest entre Lyon et Niort, Bourges et Brive. Et je me suis mis dans le nautisme aussi pendant le confinement. Là, j'ai aucun banquier qui voulait me suivre. C'est pas le bon moment. Et puis j'ai créé une start-up aussi qui s'appelle Caramaps. Donc vous pouvez le télécharger sur l'App Store. Allez-y, parce que comme ça me fait un pic de connexion. Qui permet de faciliter le voyage en camping-car à travers l'Europe. Donc c'est le TripAdvisor et le Airbnb du camping-car. Et ça, je l'ai financé sur fonds propres. C'est-à-dire qu'une start-up, quand vous créez une start-up, il faut tout faire gratuit pour avoir le maximum d'utilisateurs. Et comme moi, ma richesse, c'est les aires qui existent à travers l'Europe, et je ne peux pas les remplir tout seul. Et donc, je le fais remplir par ma communauté. Et pour que la communauté le remplisse, il faut que ce soit, gratuit. Et donc, dans les fonds que j'ai levés, je vais consacrer une partie pour Caramaps. Et donc là, je vais pouvoir investir sans prendre sur les revenus de mon activité brick and mortar. Donc là, je vais consacrer à peu près 3 millions d'euros pour Caramaps. Et l'autre, les 13 millions qui restent, pour ma croissance externe. Et toi, Benjamin, ton entreprise n'est pas cotée en bourse. Est-ce que tu pourrais aussi nous présenter Pipepacker pour qu'on comprenne bien ce que tu fais et aussi nous dire finalement comment toi tu t'es financé jusqu'ici puisque tu t'es financé sans la bourse. C'est ça. Avec grand plaisir. Déjà, je suis très content d'être là. C'est assez improbable d'être ici parce que, pour la petite histoire, ça faisait 15 ans que j'étais aux États-Unis et mon entreprise est un peu l'archétype de la start-up de la Silicon Valley. Alors, notre début de financement de cette entreprise-là et ce qu'on fait chez Pipepacker, qui s'appelle maintenant Jam, c'est beaucoup plus simple à dire, surtout en français. Les gens sont un peu moins stressés de dire Jam que Pipepacker. On est un service de cloud gaming, c'est-à-dire qu'on fait tourner des jeux vidéo dans un navigateur web. Et la grosse différence avec tous les autres acteurs du marché comme Google Stadia, c'est qu'on consomme 60 fois moins de bandes passantes. C'est-à-dire qu'on est ultra dominant dans tous les pays en voie d'émergence, notamment au Brésil, Inde, Asie du Sud-Est. C'est les 2 prochains milliards de joueurs et les gros n'ont du mal à exister sur ces territoires-là et nous, on est très forts là. On a commencé l'histoire à San Francisco et par un incubateur qui s'appelle le Y Combinator. Alors en France, les gens ne savent pas trop ce que c'est Y Combinator, mais Y Combinator, c'est un des incubateurs les plus prestigieux au monde. Ils ont démarré des entreprises comme Airbnb, Dropbox, Twitch, Stripe, et ils laissent passer très peu d'entreprises tous les ans. Il y a à peu près 1% d'acceptation. Mais par contre, quand on rentre chez Y Combinator, c'est un des gros avantages. Il y a un aspect de notoriété qui est très fort et aussi de spéculation. Et ça, c'est un des gros avantages de se financer de manière privée, donc avec des venture capitaux, c'est qu'on a un levier de spéculation qui est beaucoup plus important, parfois, pas toujours, que sur des places boursières, sur des moments et des produits très spécifiques. Alors, on a commencé par ce biais-là et ensuite, on a fait entrer des fonds plus spécifiques. Et c'était aussi la deuxième stratégie de nous financer par du venture capital privé. C'est les avantages stratégiques. Des gens qui nous financent, il y a par exemple Lego, les gens qui font les jouets. Ils ont depuis 15 ans beaucoup d'intérêt dans les jeux vidéo et Lego est une très grande marque, une marque mondiale qui nous permet nous d'avoir des partenariats que ce soit avec Disney, que ce soit avec Marvel, que ce soit avec Nintendo, de manière beaucoup plus facile que si on était nous-mêmes tout seuls à piloter l'entreprise. Donc un des deuxièmes gros avantages des places privées, c'est que les investisseurs qui travaillent avec vous ont souvent des réseaux et peuvent vraiment être partie prenante parce que ils ont une partie assez grande de votre entreprise. Puis le dernier point, la dernière manière dont on s'est financé aussi, c'est par la dette. On a travaillé notamment beaucoup avec BPI France
qui a participé, et je les salue à chaque fois à notre retour en France. Au début, je voulais pas du tout entendre d'un retour en France. Avant de travailler chez PyPacker, je dirigeais le data science de chez Facebook, et je dirigeais aussi la recherche de chez Twitch, donc Amazon. Pour moi, c'était totalement ahurissant de revenir dans mon pays natal, parce que tout mon réseau était là-bas. Et beaucoup de gens, alors il y a des gens de la région, par exemple Nicolas Gaume, il y a des gens qui sont des entrepreneurs connus comme Zach Vieniel ou la famille de Rothschild, et aussi la BPI ou Serena, un autre fonds français, qui ont eu un très beau discours avec nous en nous disant mais ça serait une très belle histoire à raconter, que vous fassiez le chemin inverse que de beaucoup de startups. On pense par exemple à Shadow qui a été racheté par OVH récemment. Ils sont partis de France vers la Silicon Valley, ça ne s'est pas très bien passé. On a fait l'inverse, on essaye d'écrire une belle histoire avec ça, et pour le moment ça se passe bien. On a levé 15 millions sur l'année dernière, donc pas trop mal, et là on s'apprête à faire une prochaine levée à des valuations assez stratosphériques. Et justement, toi qui n'es pas coté en bourse, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta vision, quels sont tes a priori, tes craintes ou les avantages que tu peux percevoir sur l'outil de la bourse ? Alors à très court terme, et c'est grâce à Jérôme que je me suis rendu compte de cet avantage. Jérôme fait un très bon travail là-dessus, merci beaucoup. La bourse est un excellent moyen de négociation et de menace, parce que on peut agiter ça devant les ventures capitalistes et en disant oui mais regarde, si tu me fais pas le prix que je veux, moi je pars en bourse et tu vas pas pouvoir suffisamment acheter de parts et tu vas pas pouvoir prendre suffisamment de contrôle dans l'entreprise. Et donc c'est déjà un très beau levier de négociation, et c'est un exercice qui est sain à un certain moment donné dans la vie d'entreprise, d'évaluer à combien on pourrait potentiellement rentrer en bourse et de comparer ça avec ce qu'on est capable d'avoir de manière spéculative. Ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est aussi en termes de rétention d'employés. Il faut savoir que quand on est une entreprise privée, c'est difficile d'avoir de la liquidité sur ses actions, et les actions qu'on donne, c'est une promesse. Comme disait un certain homme politique, les promesses ne tiennent que pour ceux qui y croient. Donc pour les employés, pour eux, c'est pas toujours très très sexy de leur dire tenez, on va vous donner des stocks, mais vous pourrez y accéder simplement quand on fait des fenêtres de vente de secondaire, ou alors s'il y a un événement particulier comme une vente ou une IPO, il y a un risque qui est fort. Et donc la bourse vient pallier à ce problème-là et permet de liquidifier, je ne sais pas si c'est un mot qui se dit notamment en français, mais on va l'utiliser, nos actions de façon à permettre aux employés de pouvoir voir plus de valeur dans ce qu'on leur donne en termes de compensation. Merci Benjamin. Alors vous, Philippe Lavielle, donc l'entreprise est cotée déjà depuis un certain temps, donc depuis 2014. Peut-être vous pourriez partager avec nous les bénéfices, les enseignements que vous y avez trouvés à être, ou que vous y trouvez encore à être coté en bourse. Bonsoir, et merci de cette invitation. Donc, je vais essayer de ne pas répéter trop ce qui a été dit, mais je vais commencer par les enseignements d'abord. Il faut être prêt. Quand on veut s'introduire en bourse, et tu en parlais tout à l'heure, il faut se préparer, ça ne se fait pas en 3 semaines. Il faut se structurer, avoir une équipe bien solide, avoir une histoire à raconter, un equity story, qui va tenir la route, c'est pas simplement pour l'IPO, mais qui va tenir la route pour les 2 ans ou 3 ans derrière l'IPO. Donc, il faut. L'IPO, c'est souvent vu comme une fin en soi, et en fait, ça l'est pas du tout. C'est simplement le début d'un chemin. Et donc, ce que je peux dire, parce que Fermental a été un mauvais exemple dans cette affaire, c'est que l'IPO s'est très bien passé, mais il y a eu ensuite 3 ans de très difficiles. 3 années post-IPO qui ont été compliquées à négocier. Pourquoi ? Parce que l'equity story n'était pas assez solide, l'équipe de management n'était pas encore structurée. Donc il faut faire attention à ça. La route peut être un peu compliquée. Donc les enseignements ne sont pas tous super positifs. En dehors de ça, ça a permis d'établir une plateforme technologique qui demandait beaucoup de fonds propres. On a investi environ 90 millions pour établir la technologie, les fondations technologiques de Fermental, qui est une société de biotech industrielle. Donc, pour avoir accès à ce genre de fonds propres, on a été financé au début
par du venture capital, mais ça nous amène à des montants, quand on arrive à 20-30 millions de venture capital, ça devient compliqué. Donc l'entrée en bourse était quelque chose de naturel. Je dois dire que au fur et à mesure, on a embarqué 18 000 actionnaires, donc ça demande pas mal de communication. C'est quelque chose qui s'apprend dans une PME. On doit apprendre à communiquer avec un panel assez large d'actionnaires. Et puis, il faut savoir aussi segmenter ces actionnaires. Il y a des actionnaires qui sont des actionnaires de cœur, qui veulent vraiment tout savoir sur le business, qui regardent sous le capot tous les mois, tous les 2 mois, qu'est-ce qu'on a à dire réellement. Donc, qui s'intéressent à la gestion de la boîte. Il y a des actionnaires qui sont des fonds un peu plus distants, mais qu'il faut tenir quand même au jus tous les trimestres, leur expliquer ce qui se passe, etc. Donc, chez Fermental, il doit y avoir, il y a 4-5 actionnaires où là, je suis vraiment en contact avec eux. Ils veulent vraiment comprendre la stratégie et les opérations de la boîte. Il doit y avoir une vingtaine d'actionnaires qui nous regardent régulièrement, mais sous la forme d'une analyse. En fait, ils nous envoient leurs analystes et ils veulent faire tourner des modèles. Et puis derrière, il y a le gros de la troupe. C'est Papy, Mamie, Boursorama. Il y en a 18 000, quoi. Et donc, ceux-là, il faut quand même les engager, les garder intéressés, avoir une communication plus simple, avoir une communication plus visuelle. Donc, avoir une equity story un peu épurée, un peu plus marketing, je dirais. Voilà. Donc, c'est les quelque chose que je voulais vous dire ce soir. C'est préparez-vous bien. N'y allez pas la fleur au fusil. C'est un exercice. L'IPO est un exercice en soi, mais il y a derrière l'IPO. Il faut tenir la longueur. Et puis après, ça demande c'est un vrai boulot que de communiquer avec. Parler à ses actionnaires quand ils sont des milliers, quoi. Ça prend du temps, ça prend un petit peu de savoir-faire aussi. Et sur le volet du financement, Philippe, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les outils que vous utilisez à travers la bourse qui sont peut-être pas accessibles quand on n'est pas coté ? Alors oui, bon, j'ai un peu utilisé au cours des 5 dernières années, on a dû lever un peu plus de 50, entre 50 et 60 millions. Donc on a utilisé des levées de fonds classiques avec des PS, on a utilisé des levées de fonds privées et on a utilisé aussi de l'equity line qui a, je dois dire, assez mauvaise presse sur la place boursière, mais qui, dans le cas de Fermental, a très bien marché. On a, en 18 mois, là, on a levé 35 millions sous une equity line avec une capitalisation boursière qui a triplé. Donc, c'est un outil qui, quand il est bien manié, est travaillé par des vrais pros. Il ne faut pas se lancer, encore une fois, avec n'importe qui dans cet exercice. Mais quand c'est bien fait, c'est un outil de financement très intéressant. On a émis pas mal aussi, quand on fait des levées privées, ça c'est intéressant aussi. On fait rentrer un partenaire stratégique ou voilà, on lui fait une petite place au capital pour un peu l'accrocher. La motivation est principalement stratégique, mais il y a quand même un ticket d'entrée. À ce moment-là, pour embarquer les autres actionnaires qui sont pas invités à la table à cette levée, on émet des BSA. On leur dit voilà, vous pouvez accompagner le mouvement de cette levée privée. Avec des bons de souscription d'actions. Donc, sont aussi des outils qui permettent d'embarquer tout le monde sans faire des levées de fonds un peu compliquées. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Non, il y a aussi les actionnaires employés, comme tu disais. On a mis 2 millions d'actions, c'est-à-dire à peu près 5% du capital, à disposition des salariés de l'entreprise. C'est un outil de recrutement, de rétention, de motivation. Il y a pas mal, au début, qu'on a fait ça, c'était un petit peu... j'ai un peu imposé ça à mes actionnaires, en disant, je ne comprends pas pourquoi les salariés ne sont pas actionnaires. Donc j'ai un petit peu fait leur fond de poche.
Et on a commencé ça, et les employés étaient très surpris, quoi. Ils ne savaient pas. Il faut le savoir, ça, c'est qu'il y a peu de gens qui sont éduqués à la bourse. Et c'est assez marrant, parce que maintenant, je vois les fonds d'écran dans la boîte. Il y en a probablement 4 sur 5 qui ont le ticker Fermentalg sur le fond d'écran. Donc, il y a eu un changement culturel, et ça, c'est une bonne chose. C'est évidemment le fait d'aligner les intérêts des salariés avec les intérêts des actionnaires, quels qu'ils soient. C'est un outil de management qui est assez puissant. Et vous travaillez avec des grands groupes français et américains. Est-ce que le fait d'être coté constitue un avantage pour mieux négocier avec ces groupes ? Oui, ça donne une marque, je pense que tu l'avais dit, c'est une marque de transparence. On a fait le job de transparence, donc on n'a pas besoin de déclarer qu'on est transparent. On leur dit souvent, vous voulez avoir des informations sur nous, allez voir le site web, il est peuplé de tous les documents publiés. Donc il y a le salaire du PDG, il y a les stock options de CISA, il y a tous les... Bon, bref. Donc transparence, c'est une garantie de transparence que d'être coté. Il y a le fait qu'on se soit bien structuré, je pense que c'est ça aussi. Puis il y a la notoriété, mais ça joue un peu moins en fait. Nos partenaires industriels ne viennent pas nous voir parce qu'on est connu. Mais par contre, c'est le fait d'être coté en bourse nous donne en tout cas une petite marque de maturité. C'est finalement un petit passeport qui vous permet d'être mieux identifié. Tout à fait, c'est une marque de maturité, comme je le dis. On a fait l'effort de se structurer, on a fait l'effort d'être transparent, on a fait tout cet effort. Donc c'est un peu... nos partenaires rentrent dans des due deals beaucoup plus facilement que si on était une boîte privée avec les portes fermées, etc. Et Julien, toi, ton processus d'introduction en bourse, il est assez récent. Je pense que le processus en lui-même de l'entrée en bourse, c'est quelque chose qui interroge beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans les grandes lignes comment ça s'est passé pour toi et comment tu t'es préparé à cette entrée en bourse ? Alors je fais une petite rétrospective pour expliquer le pourquoi je suis rentré dans ce processus. Quand on a fermé toutes nos concessions en mars 2020, c'est un peu compliqué quand vous êtes dans le camping-car. C'est un petit peu comme si vous vendiez des décapotables et des motos et on vous dit vous serez fermé mars, avril, mais il y a pas pire, il y a pas pire. Et il s'est avéré que tout de suite, pendant le confinement, les médias ont été très favorables à notre secteur d'activité. Et moi, mon Caramaps, tout ce qui est digital chez moi, j'avais des pics absolument extraordinaires. Donc j'ai cru vraiment à une grosse reprise. Et donc c'est à partir de là où j'ai déclenché l'intérêt. Et alors le truc extraordinaire, c'est que coup de téléphone de Jérôme Hervé, puisque on était déjà rentré en contact auparavant, avant ma grosse croissance. Vraiment le coup de téléphone qui est rentré pile poil. Et donc, je suis rentré dans un programme qui s'appelle le programme Family Share, qui est un programme de formation et qui démystifie complètement tout ce dont on est en train de parler, comment ça se passe, etc. Et ça a rendu cet accès beaucoup plus facile, puisqu'on se dit toujours la bourse, c'est que effectivement des Legrand, des Airbus, etc. Et donc ça démystifie l'usage. Et donc on a enclenché la vitesse et on a fait go, on fonce. Et là on rentre dans un processus où il faut séduire des conseils pour qu'ils nous accompagnent en bourse. Donc dans ces conseils, vous avez un conseil qui s'appelle le listing sponsor. Ce sont ceux qui nous accompagnent pendant tout notre parcours boursier. Et donc à partir de juillet 2021, on est rentré en contact avec un listing sponsor qui nous dit voilà, il faut trouver un nouveau commissariat aux comptes, il faut qu'on écrive un document d'enregistrement qui est la Bible de votre entreprise,
il faut qu'on trouve une agence de com, il faut qu'on trouve un PSI, c'est celui qui va introduire, vendre l'action, nos parts en bourse. Et donc on rentre dans ce processus qui dure à peu près 2-3 mois pour avoir l'ensemble de l'équipe. Et une fois qu'on a toute cette équipe, et bien là, on rentre dans un rythme soutenu. C'est un rendez-vous hebdomadaire avec des échéances et un rythme très soutenu. Et donc là, à partir de septembre 2021, on écrit le document d'enregistrement. Donc là, il faut écrire toute l'histoire. Tout ce qui est juridique, il faut être transparent sur tout, nos parts de marché, notre dépendance fournisseur, notre dépendance client, l'ensemble de la revue sociale. Alors là, on a fait des diligences dans le cadre de nos croissances, mais alors là c'est très très poussé. Donc il faut tout écrire. Alors c'est bien d'écrire parce que ça permet de se poser. Et ça permet de s'apercevoir que, en fait, c'est ce qu'on a fait en 15 ans. Ça a été soutenu, et puis on revoit un peu nos copies, et donc on écrit la stratégie future. Et puis après, c'est tout ce qui est financier. Alors là, la finance, il faut y aller fort. Donc à partir d'octobre-novembre, ça s'accélère, et puis à partir de décembre, on commence à présenter notre copie. Ce qu'on appelle dans un early show. Donc c'est quelques investisseurs triés sur le volet à qui on présente l'entreprise, à qui on présente l'equity story, la stratégie, notre idée de valo. Et là, on a les premiers aperçus. C'est ce qui nous permet de mettre le curseur entre la facilité de s'introduire si on se sous-valorise, ou la difficulté de si on se survalorise. Mais si on se survalorise, on est moins dilué, mais on est moins sûr de le vendre. Donc voilà. Donc là, il faut choisir le bon curseur. Et puis à partir de janvier 2022, et là c'est H24, 7 jours sur 7, vous dormez bourse, vous vivez bourse. Et puis après, on a une fenêtre de tir, c'est quand on dit go. Donc quand on a le visa de l'AMF, parce que pour pouvoir s'introduire, il faut que l'AMF donne son aval sur le document d'enregistrement. Quand vous avez le visa de l'AMF, vous faites go, et là vous avez 15 jours pour vendre votre entreprise. Et là c'était courant février, donc en pleine BCE, Fed, on monte les taux, on enlève les liquidités. Il y avait Poutine qui vacillait un petit peu en disant tiens, je vais peut-être prendre un pays en Europe. Et puis le jour, donc là pendant 15 jours, vous entendez, donc vous présentez votre entreprise. Donc c'est un rendez-vous toutes les heures, toute la journée, pendant 15 jours. C'est très intense, c'est très excitant. Moi j'ai trouvé ce moment magique, parce que vous parlez de vous vendez votre entreprise. Et j'avais une bonne réception de la part des investisseurs, malgré le contexte. Et puis le 24, vous clôturez. Poutine annonce la pénétration de la guerre. Les médias vous disent donc quand vous allez passer sur BFM Business, l'interlocuteur vous dit vous allez vous casser la gueule la semaine prochaine, mais vous le savez maintenant, c'est fait, vous allez au fond, et puis vous verrez bien. Sauf que non, on se dit pas ça. Ça serait contrariant de s'introduire et tout de suite après le cours de bourse qui s'effondre. Donc vous avez des petits moments où émotionnellement c'est magique. C'est magique. Et puis après vous avez une semaine entre le 24, vous donnez donc j'ai été sursouscrit 2 fois par rapport à ma demande. Donc là il faut faire des arbitrages. Les particuliers n'ont pas tous été servis. Les fonds qui nous ont fait confiance dès le départ en décembre, ils ont demandé le maximum, ils n'ont pas tous été servis. Donc ça, ce sont des arbitrages qui sont un peu compliqués. Et puis depuis le 1er mars, on sonne la cloche, on a les fonds sur nos comptes. Et puis après, c'est top puisqu'on passe la seconde pour faire notre croissance, quoi. C'est beaucoup d'émotions aussi. Je me souviens le jour de la cloche.
Ouais, c'est un moment magique qu'on partage en plus avec ses collaborateurs. Les collaborateurs qui vous font confiance depuis le démarrage. Ça, je pense que tu dois connaître. Quand on annonce des trucs et qu'on a des collaborateurs qui croient en nous et que y a des épreuves, tout va pas forcément. Là, c'est facile de dire on est passé de 3 à 91, qu'on a l'ambition de doubler dans 3 ans, donc de dépasser les 170 millions, de dire qu'on va être premier quand on est dernier. C'est qu'on a des collaborateurs qui nous font confiance et qu'on fait partager ce moment. C'est vrai que ça a été un moment très émouvant. Mais voilà. Alors justement, la cotation, c'est le début de l'aventure. Donc vous avez des investisseurs professionnels avec des fonds boursiers, mais aussi des particuliers. Donc comment vous entretenez cette relation? Donc cette question s'adresse à vous, Philippe, et à vous, Julien. Quelle relation vous entretenez avec ces investisseurs et quel temps vous y consacrez justement pour répondre à leurs attentes et puis aux obligations qui vous incombent en tant que société cotée? Alors c'est à peu près le quart de mon temps, je dirais. Le quart de mon temps est consacré aux investisseurs. Alors c'est assez bien huilé. On a 4 ou 5 salons d'investisseurs tous les ans. Et là c'est du speed dating. On passe 2 jours. J'y suis demain et après-demain. On passe 2 jours avec. Faut raconter la même histoire toutes les demi-heures ou toutes les heures. C'est épuisant. On a l'impression de devenir fou. Donc il faut moi, je me raconte. Je change de scénario en fait. Sinon, j'y arrive pas. Donc il faut. C'est du speed dating. Donc ça marche assez bien. On rencontre à peu près tous les fonds, une fois tous les 3 mois, comme ça, tous les fonds qui s'intéressent à nous. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des lettres. On s'est mis à faire des lettres aux actionnaires. Donc le président écrit sa petite bafouille. Je fais intervenir les leaders de mes business units pour qu'ils racontent leur histoire, qu'est-ce qui se passe, les événements de l'année, tout ça. Donc on publie ça, on envoie ça à, je crois, 12 000 adresses mail. C'est nouveau pour nous, on apprend à le faire, mais c'est je pense un bon outil. Et puis il y a la communication institutionnelle. Alors là, c'est assez cadré. On a un calendrier de publication. Je sais pas, on doit publier un CP, pas toutes les semaines, mais il y en a 3 par mois, facilement. Sur les événements, ce qui se passe, les deals qu'on fait, les publications financières, le premier trimestre, le premier semestre, la position de cash, le nombre d'actionnaires qui varie, etc., etc. Donc ça, c'est un exercice un peu contraint. Il faut être au courant quand on est coté, il faut faire attention à sa communication, à qui on parle, qu'est-ce qu'on dit. Il faut avoir une consistance dans l'histoire. C'est très difficile de dire on va faire ça et puis de ne pas le faire. Donc, il faut faire très attention à des anticipations. Souvent, quand on est dans le business et quand on est en privé, on vit dans l'anticipation. On dit à nos interlocuteurs voilà ce que je vais faire. On est toujours dans la projection. Là, il faut faire très attention aux exercices de projection parce que les écrits restent. Donc voilà. C'est quand même un bon job pour le PDG. C'est gérer un bon quart de son temps, de s'occuper de ses actionnaires. Je fais une petite parenthèse sur ce qu'il vient de décrire. C'est, pour être vraiment très honnête et très transparent, c'est le plus problématique. C'est qu'on doit avoir la même communication auprès de tout le monde en même temps. Et moi, j'avais tendance à parler beaucoup de mes projets, de mes ambitions. Et puis je veux être numéro 1. Et puis je vais racheter l'Espagne. Et puis je veux voilà. Et là maintenant, tout ce que je dis, il faut que j'y arrive. Donc je contiens énormément mes propos.
Et donc ça, auprès de tout le monde, que ce soit les collaborateurs, que ce soit mes fournisseurs, mes confrères, ça c'est le plus, de se contenir dans sa COP, c'est le truc le plus problématique. Pour ce qui concerne le planning, moi j'ai pas beaucoup de recul puisque j'y suis depuis le 1er mars. J'ai fait un choix de transparence la plus totale, à communiquer beaucoup plus que ce que je suis en mesure, parce que je suis sur le Euronext Growth. J'ai un panel d'obligations qui sont pas énormes. Enfin, j'estime pas énorme parce que j'ai un profil financier et tout ce qui est financier, je le faisais déjà. Donc, j'estime que c'est pas énorme, mais j'ai décidé d'être le plus transparent possible parce que je fais mon pari de mon ambition et plus je suis transparent dès le départ, plus je fais ce que je dis et meilleure sera mon histoire boursière. Donc moi j'ai fait le choix de faire une semestrielle et évidemment l'annuelle et de communiquer mon chiffre d'affaires au pas du trimestre. Donc ça nécessite effectivement 1-2 journées pour le moment parce que j'ai pas encore beaucoup d'analystes par trimestre, un petit peu plus long au semestre et à l'annuel on m'a déjà bloqué une semaine en décembre. Sur le plan financier, ça mobilise mon équipe administrative et financière, mais je le faisais déjà. Alors, ça demande un peu plus de ressources, je le cache pas. Et sur mon temps, je n'ai pas d'idée en pourcentage. La seule chose que je puisse dire, c'est que effectivement mon métier a un peu changé parce que j'ai encore un pourcentage significatif de mon entreprise, que j'ai déjà récupéré l'argent de la bourse, mais plus je la vends, plus mon cours monte et plus je gagne sur mes actions. Donc j'ai tout intérêt à y consacrer du temps à titre perso et puis pour répondre à mes ambitions. Et peut-être une dernière question pour toi, Benjamin, qui n'est pas coté, mais tu suis actuellement le programme TechShare avec ton équipe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce programme et sur ce que tu as déjà appris et quels sont peut-être les éléments qui ont changé dans ta vision par rapport à la bourse ? Oui, donc le programme TechShare, c'est un programme qui s'étale sur quelques journées, principalement à Paris, puis là, cette année, la dernière journée, ça va être au Portugal, je crois, c'est ça. L'idée de TechShare, c'est pour des entreprises qui sont juste avant la possibilité d'entrer en bourse, de démystifier un peu ce que ça veut dire rentrer en bourse, et rentrer en bourse en Europe aussi, c'est une particularité. Il y a d'autres places boursières. Et ça permet de faire 3 choses. Il y a 3 choses en tout cas que je retiens de cette expérience-là. La première chose, c'est d'être exposé à des intervenants de qualité. Ils font venir des personnes qui peuvent parler d'un point de vue financier, d'un point de vue parfois un peu technique, qui vont donner un peu plus de concret à ce qu'est anticiper la rentrée en bourse. Alors on ne va pas être des techniciens, mais au moins on a une petite idée de l'ampleur du travail et de comment s'entourer, parce qu'on rencontre aussi là-bas beaucoup de gens qui peuvent nous aider, nous épauler sur les entrées en bourse, donc ça c'est un grand avantage. Le deuxième avantage, c'est qu'on rencontre aussi des gens qui l'ont fait. Et ça, c'est bien parce que c'est beau de croire des consultants. Je pense que c'est beaucoup plus facile de croire des gens qui ont dit ben non, je suis passé par ça, je l'ai vécu, voilà les difficultés que j'ai eues, voilà les facilités que j'ai eues. Et ça, c'est quelque chose qui est plein de sens, notamment entre entrepreneurs, on a tendance à se faire confiance. Et aussi, c'est des gens qui peuvent rediriger vers d'autres personnes qui ont échoué. TechShare, moi, c'était aussi l'opportunité de contacter beaucoup de gens qui ont raté leur entrée en bourse et qui se sont ratatinés derrière. Et c'était super intéressant parce que je leur dis, mais qu'est-ce que tu as fait de mal ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment ? Et ils ont souvent des analyses assez pertinentes en disant, mais ça, c'était vraiment une énorme connerie, ne le fais pas. Et ça, c'est génial. Puis le troisième point, la troisième chose que je retiens, ce sont les autres étudiants, en tout cas les autres personnes qui suivent le programme là-bas. C'est top parce que ça permet de pouvoir se projeter à l'intérieur d'autres entreprises, de se dire ok, regarde, lui ils sont peut-être à un stade qui est similaire au nôtre, ils sont en train de franchir le pas, et aussi de trouver de nouvelles opportunités d'affaires. On a trouvé un partenaire pendant TechShare, donc c'est toujours un bel événement pour au moins réseauter, donc vraiment très content, très positif pour le moment. Merci Benjamin pour ce témoignage. Et effectivement, c'est un programme qui est proposé par Euronext et un certain nombre de partenaires.
c'est proposé gratuitement. Hein. C'est pas non plus diplômant. Hein. Vous n'allez pas avoir un MBA, préparation à l'introduction en bourse, mais c'est simplement un programme qui permet, comme ce soir, de rencontrer, d'échanger, d'écouter des témoignages et de comprendre est-ce que ça peut être fait pour soi et pas forcément juste avant une introduction en bourse. D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation d'entrer en bourse derrière. C'est simplement pour avoir une nouvelle corde à son arc et savoir si on sent que ça peut être fait pour soi. Ce que je vous propose peut-être maintenant, c'est de vous passer la parole parce que vous avez sans doute des questions à leur poser, à nous poser. Donc surtout, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a des micros qui circulent. S'il n'y en a pas, je vais me déplacer. Et Bénédicte, voilà. Merci. Bonjour, Anthony Buja, fondateur de la société Axioba, une bibliothèque installée à Brive-la-Gaillarde. Une question pour Philippe. Est-ce que justement la totale transparence n'apporte pas de difficultés dans les négociations avec les clients, voire même avec les concurrents? Bonne question. Alors, la réponse avec les clients, non. Ça n'apporte pas de difficultés. Les clients assez sophistiqués pour lire ton document d'enregistrement, il y en a peu. Et ceux qui ont un intérêt à vraiment creuser profond dans tes publications le font, comment dire, dans une optique dans le développement à long terme avec toi. C'est un gros effort que de creuser comme ça dans les publications. Donc je dirais les clients, non. Alors avec les partenaires, oui, tu te retrouves vite à poil, comme on dit. Il n'y a pas grand-chose à cacher. Donc voilà, il faut se dire, t'as le kimono ouvert et t'avances comme ça. Est-ce que ça gêne? Je dirais non. Pas. Ça dépend du style, franchement, du style de partenaire, de partenariat que tu veux construire. Moi, perso, ça me gêne pas trop d'avancer tout nu. Ça maintenant, quoi. Hein, voilà. Voilà. Ça fait avancer la discussion un peu plus rapidement. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions. On a des intervenants de très grande qualité qui peuvent vous partager votre expérience. Ah, il y a une question, je crois, au fond. Bonjour, Nicolas Malvert de la société Suna Design. J'ai plutôt une question pour Philippe et Julien. Vous parliez de la charge de travail post-IPO. Je voulais savoir de quelle manière ça avait fait évoluer vos équipes ou la taille de vos équipes, notamment financières ou communication, qui sont les deux principales que je vois comme ça. C'est un vrai job, il faut se structurer pour ça. Je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut sous-traiter, et il faut trouver des partenaires externes dont c'est le métier, dans la communication financière. Après, il y a une petite routine à mettre en place, mais qui n'est pas très différente d'une boîte privée bien gérée. Il faut arriver à se faire des routines. Alors, il y a un côté qu'il faut savoir, c'est en tout cas pour Fairmental, on dépense quand même une belle somme tous les ans en juridique. Se faire aider par des avocats spécialisés dans le droit boursier, ils sont chers. Donc il y a un petit ticket à mettre là-dessus. Et ça, un conseil que je pourrais donner, c'est trouver les bons, quoi. Ne lésinez pas trop sur les frais d'avocat spécialisés dans le droit boursier, parce que le jour où on en a besoin et que l'AMF appelle, on est content de les avoir avec nous. Voilà.
Moi, je dirais, ce qui se passe, c'est que quand vous avez beaucoup d'ambition, vous vous entourez d'une équipe qui est calibrée pour. Et quand je donnais mon planning tout à l'heure, je disais en septembre, ça a commencé à s'accélérer. En fait, vous vous absentez complètement de l'entreprise puisque vous avez que le cœur à ça. Et donc, vous abandonnez un peu tout le monde. Alors, beaucoup se posent la question, mais il fait quoi Julien ? Il fait quoi Julien ? Il est encore sur un projet, voilà. Mais je m'occupais déjà de la croissance, en fait. Je m'occupais pas de l'opérationnel, parce que si vous voulez vous occuper de l'opérationnel plus la bourse, sauf à me contredire, je pense que c'est pas tout à fait envisageable, parce que ça prend, c'est vraiment du plein temps. Donc, il s'est écoulé 6 mois. Pour faire mon intro, et le jour où l'intro est faite, on part de la cloche. Là, on se remet dans le dur, et en fait, on s'aperçoit que tous les collaborateurs se sont autogérés. Ils ont plus du tout besoin de vous. C'est à se demander si on sert à quelque chose dans la boîte. Et du coup, ça vous donne les leviers pour faire de la croissance. C'est-à-dire, j'ai plus du tout le même rôle dans l'entreprise que je ne l'avais il y a 2 ans, d'une part parce que je m'étais structuré pour, mais d'autre part parce que j'ai laissé mes équipes à l'abandon inconsciemment, et que consciemment ils demandaient que ça. Et ce sont les plus heureux des collaborateurs. Ils me le rendent, ils me le disent, et ça a été du coup pas volontaire, mais ça a été le résultat. Après, ce que tu dis, Philippe, sur les conseils, ça fait très très bizarre quand vous vous sortez de KPMG, vous connaissez à peu près tout ce que prend les honoraires entre avocats, experts comptables, vous tirez tout, à chaque fois que vous rachetez une entreprise, vous enlevez 1000 euros, etc. Et là, quand vous entrez dans le monde parisien, quand vous êtes du bon Limougeot et que vous rentrez dans la notion d'honoraires parisien pour des conseils, ça vous fait tout drôle. Et en plus, vous vendez, c'est-à-dire qu'il vous les faut. C'est-à-dire que c'est pas eux qui se vendent à vous, mais c'est vous c'est-à-dire qu'ils vous disent oui ou non. Et quand vous recevez vos premiers devis que vous ne devez pas discuter, ça vous fait vraiment très très drôle. Donc là, il faut oublier tous vos concepts d'honoraires quand vous êtes Limougeot. Et j'ai regardé à peu près ce que ça va me coûter par an en termes d'honoraires. Donc vous avez listing sponsor, le PSI, vous avez tous les forums dont tu parlais, donc des organisations pour faire une simple visio, enfin une organisation d'une vidéo. Ils peuvent vous prendre 7000 € parce qu'ils vous ont fait un peu de maquillage, un peu de lumière et juste un enregistrement en vidéo qui dure 1 heure. Donc les honoraires d'avocat, etc., c'est à peu près 250 000 € par an. Donc ça, il faut se le dire. Mais en mis bout à bout, de toute façon, avec le cash investi, toutes les opportunités que je peux avoir, puis en plus, moi, j'ai d'autres leviers avec les escomptes, etc. Je les dépense, mais j'ai fait la contrebalance et je suis largement gagnant par rapport à tout ça. Mais il faut se dire, oui, effectivement, rien que pour l'agence de com, on pourrait se le faire, hein, les communiqués de presse, etc. Ils prennent beaucoup d'honoraires, mais une simple conversation d'1 demi-heure, ils vous rendent un papier de 2 heures que vous auriez mis 1 journée à faire. Et pendant cette journée-là, vous faites autre chose et qui est beaucoup plus productif que ce que ça vous coûte. Donc ça coûte, oui. Mais bon, la contrebalance est nettement mieux. Je vois que l'heure tourne, donc on va peut-être conclure sur cette première table ronde. Donc merci à vous tous de vos témoignages. Et puis donc on va passer à la table ronde numéro 2, donc avec Guillaume qui va animer ça brillamment, le groupe Paro et puis Akiti Gestion qui vont prendre place.